Bonjour. Dans la lutte contre le chômage et les licenciements économiques, le prêt de main-d'œuvre d'une entreprise à une autre peut-il être un outil juridiquement sécurisé et aisément praticable? La réponse est positive. Voyons pourquoi. Tout d'abord, le prêt de main-d'œuvre présente un intérêt pour chaque partie. Pour les entreprises en difficulté et leurs salariés, la mise à disposition de personnel peut permettre d'éviter les conséquences d'une mesure de chômage partiel, voire d'un licenciement économique. Pour les salariés, cela peut permettre d'améliorer leur expérience professionnelle et favoriser leur employabilité. Enfin, pour l'entreprise utilisatrice, c'est un moyen de bénéficier du concours de salariés compétents et immédiatement opérationnels en cas de besoin ponctuel. De ces points de vue, le prêt de main-d'œuvre peut constituer une solution intéressante et de fait, lors de la crise économique de 2009, certaines branches professionnelles y ont vu une solution. Ainsi, la métallurgie avait conclu un accord en mai 2009 intitulé « Mesures urgentes en faveur de l'emploi » qui comportait un volet prêt de main-d'œuvre. Et il en avait été de même de l'accord national interprofessionnel de juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi. Alors pour que cette forme de travail puisse se développer, il faudrait finalement peu de choses. Il faut tout d'abord clarifier et simplifier certains points juridiques et ensuite résoudre quelques aspects pratiques. Voyons tout d'abord les points juridiques à clarifier et à simplifier. La loi autorise les opérations ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre si elles sont réalisées à but non lucratif. Mais qu'est-ce qu'un but non lucratif ? La jurisprudence a toujours eu une approche restrictive des choses puisque traditionnellement, elle considérait qu'une opération à prix coûtant pouvait être à but lucratif et donc tomber sous le coup de la loi si l'une des deux entreprises parties prenantes en retirait un bénéfice, voire même si cela lui permettait de faire une économie. Sachant que toute entreprise cherche à optimiser sa gestion, la frontière entre le but lucratif ou le but non lucratif était donc difficile à poser. Une loi de juillet 2011 a donc voulu réagir contre cette analyse jurisprudentielle et donner une certaine sécurité juridique au prêt de main-d'œuvre, et elle y est parvenue en partie. Ainsi, cette loi énonce qu'une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit jamais de but lucratif et donc licite lorsque l'entreprise prêteuse facture pendant la mise à disposition à la société utilisatrice uniquement les salaires versés aux salariés, les charges sociales correspondantes et les frais professionnels remboursés aux salariés concernés. Voilà donc quelque chose qui est clair. Sur un plan procédural, la loi précise aussi qu'il faut prévoir une convention de mise à disposition entre les deux entreprises et un avenant au contrat de travail avec le salarié concerné, qui doit donc donner son accord à la mise à disposition et qui est dès lors libre de la refuser. Ce qui est moins clair et mériterait d'être clarifié par la loi, c'est la question du statut collectif applicable aux salariés mis à disposition. En effet, il y a une contradiction entre les textes, avec d'un côté le Code du travail qui prévoit que pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse et conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles de cette entreprise prêteuse. Mais dans le même temps, le texte renvoie aux règles régissant le travail intérimaire. Or, cela signifie notamment que pendant la mise à disposition, les conditions de travail du salarié mis à disposition sont réglées comme prévu par les dispositions applicables au lieu de travail, donc de l'entreprise utilisatrice. Pour éviter des contentieux sur ce thème, il serait donc très opportun que le législateur intervienne et supprime cette incohérence de texte. Par ailleurs, autre point qui pourrait être amélioré, la loi prévoit la consultation des institutions représentatives du personnel. Côté entreprise prêteuse, c'est son comité d'entreprise ou à défaut ses délégués du personnel qui doivent être consultés préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informés des différentes conventions signées. Et côté entreprise utilisatrice, le CE et le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel doivent être informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à sa disposition dans le cadre de prêt de main-d'œuvre. Alors il est normal bien sûr que les représentants du personnel soient associés, mais ce processus paraît trop lourd, notamment dans le cas de plusieurs mises à disposition successives dans le temps. On pourrait donc imaginer à la place une consultation
avant la toute première opération de prêt de main-d'œuvre, puis ensuite une simple information en fin d'année. Voilà donc pour les aspects juridiques. Alors sur un plan strictement pratique, pour que ce type de solution puisse fonctionner, il faudrait résoudre le problème de la rencontre des besoins et des ressources existantes et envisager que soit mise en place une plateforme d'échange, de mise en relation entre les entreprises ayant un besoin temporaire de main-d'œuvre et celles qui, dans le même champ de compétences ou le même secteur d'activité, ont du personnel temporairement inoccupé. Alors je ne suis pas informaticienne, loin s'en faut, mais il ne faut pas être Bill Gates pour se rendre compte, au vu des avancées technologiques actuelles, qu'une telle plateforme est techniquement possible à mettre en place aujourd'hui. Cette plateforme pourrait être mise en place sous l'égide des branches professionnelles ou alors du pôle emploi, voire dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il faudrait également résoudre la question de la confidentialité. Une entreprise sera sûrement réticente à communiquer sur le fait qu'elle a du personnel inoccupé à mettre à disposition, puisque cela peut être vu comme le signe d'éventuelles difficultés économiques sur lesquelles elle pourrait souhaiter ne pas communiquer. En conclusion, si l'on veut donner une certaine ampleur à ce type de dispositif, il y a assurément quelques questions pratiques et juridiques à traiter, mais aujourd'hui les outils technologiques permettent d'envisager cette option, et dans le contexte économique actuel, on peut se demander sérieusement si cela ne vaudrait pas le coup de creuser la pertinence et la viabilité de cette solution. Cependant, il reste également avant tout aux entreprises à se prononcer sur l'utilité pratique que présenterait pour elles une telle plateforme et aux salariés, dont l'accord est requis par la loi, de dire s'ils seraient ouverts à accepter ces mises à disposition si leur employeur le leur demandait.